le cours sur notre campus. Si, vos collègues hier m'ont dit la même chose et le cours est libéré. Alors, je ne sais pas comment est organisé votre net campus, mais en tout cas, le cours est libéré. Cherchez. Alors, normalement, il se trouve. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Oui, je sais. Un certain nombre d'élèves me l'ont dit, mais pour moi, il y est. Donc, je ne sais pas pourquoi vous n'y avez pas accès. Hop, je vais. Il faut souvent chercher à gauche. Bon, ben voilà, il faut chercher à gauche. Alors, il se trouve exactement. Hop, je vais vérifier. Hop, voilà. Alors, il se trouve dans la partie. En fait, il est juste en dessous, normalement, de la responsabilité civile. D'accord? Alors, comment s'appelle cette partie? Je crois que c'est le cadre juridique. Hop, hop, hop. Voilà, il se trouve dans la partie qui s'appelle le cadre juridique de l'activité. Je répète, le cadre juridique de l'activité. Vous avez un premier cours qui s'appelle la responsabilité civile que nous avons vu, et ensuite vous avez le cours normalement sur le contrat. D'accord. Il est dans l'organisation judiciaire. Je ne sais pas pour vous comment s'appelle cette partie-là, mais a priori, moi je l'ai en grand titre comme le cadre juridique de l'activité. Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être chercher un petit peu. Alors, il semble peut-être que je vais virer, enfin, je vais fermer tous les cours. J'ai trouvé pour le campus de Nice, d'accord. Donc, s'il y est pour un campus, il y est pour tout le monde, hein, obligatoirement. Je vais quand même vérifier, hein, mais a priori, quand je fais l'ouverture nationale, ça ouvre pour tout le monde. Alors, en fait, ça ne me donne pas le détail de qui a accès. Ça me dit que c'est une ouverture nationale. Donc, a priori, s'il y a une ouverture nationale, est-ce que je peux pouvoir voir qui a accès ici? Ouais, je peux pas le voir. Je peux pas le voir, mais a priori, nous sommes en 2020. Donc, Lille, il n'y a pas de souci. En fait, je vois que Lille. Ouais, je vois que Lille. Bon. Je ferai peut-être un retour, moi aussi, à mon campus manager pour voir, hein. On l'a trouvé aussi, le campus d'explosion mais l'onglet de gauche. D'accord. A priori, c'est bon, vous commencez à trouver. Je suis désolé, hein, que vous deviez chercher un peu comme ça, mais a priori, il est ouvert pour tout le monde. Dans tous les cas, je vais faire le tour de ce chapitre en m'appuyant sur les points les plus importants. Alors, préalablement, je voudrais vous informer d'une chose, c'est que vous avez un petit test à réaliser. Je vais vous montrer la démarche. Je vais partager mon écran et vous montrer comment vous allez faire ce petit test. Hop, présenter maintenant. Alors, hop, je vais revenir sur
l'ensemble des cours. Alors, dans vos cours, sur le dernier cours que l'on a fait ensemble, c'est-à-dire que vous êtes province, donc voilà, dans l'organisation judiciaire province, le cours que l'on a fait le 6. Je répète, vous allez dans organisation judiciaire province, d'accord? Ça, c'est pour faire le test. Vous cliquez, vous ouvrez votre cours, là, vous aurez la vidéo qui nous concerne. Et en dessous de la vidéo, vous allez avoir quelque chose, ça s'appelle Je me teste, avec un lien. Vous cliquez sur ce lien. Vous cliquez sur ce lien et vous allez arriver, le temps que ça se connecte. Voilà, vous allez arriver sur une page là qui s'appelle Kahoot. Vous allez rentrer votre nom. Et faire OK, go. Et ensuite, vous avez juste à suivre. Alors, je l'éteins pour pas... Voilà, donc vous avez ce test à faire et il faut faire ce test avant dimanche 12h. Voilà pour cette première partie. Bien, alors maintenant on va passer à la partie du chapitre sur le contrat. C'est un test sur tout ce qu'on a vu depuis le début, oui, exactement, enfin sur les 2 premiers chapitres, sur la responsabilité civile et l'organisation judiciaire. Alors, c'est un test à questions, ce sont des questions à choix multiples ou ce sont des questions oui-non. Donc, indiquez bien votre nom et prénom quand vous allez vous inscrire pour le test. Bon, c'est assez ludique, hein, c'est plutôt sympa comme petit truc. Je n'arrive pas à trouver ce cours. Vous êtes de quel campus, Héloïse? Aix. Bon, a priori, pour Aix, vos collègues l'ont trouvé. Donc, vous vous rapprocherez peut-être de vos collègues et ils vous indiqueront exactement où se trouve le cours. Donc, allons-y. Revenons maintenant à ce cours spécifiquement sur le contrat. Alors, vous allez voir que en matière contractuelle, il y a une première démarche à avoir, d'accord? C'est qu'il va falloir savoir se situer dans un cas pratique, dans une situation juridique que l'on peut éventuellement vous proposer, il va falloir se situer. Est-ce que le contrat est déjà formé ou est-ce qu'il n'est pas encore formé? Parce que vous pourriez avoir des situations légèrement ambiguës où vous allez vous dire, voilà, le contrat, est-ce qu'il est déjà formé? Est-ce que les parties ont déjà conclu le contrat ou pas encore? Ou est-ce qu'elles sont encore en phase pré-contractuelle, c'est-à-dire avant la conclusion du contrat? C'est important
c'est important parce que le régime juridique sera différent. Vous savez notamment qu'en matière de responsabilité, on a vu que les responsabilités contractuelles et les responsabilités délictuelles étaient différentes. N'entendaient pas réparer la même chose. Et donc, s'il y a un souci, s'il y a un litige naissait entre deux parties et qu'il faille mettre en jeu la responsabilité de l'une des deux parties, est-ce qu'on va jouer sur la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle? Je vous ai dit dans le chapitre concernant la responsabilité civile que à partir du moment où il y avait un contrat, à partir du moment où vous avez pu qualifier une situation de relation contractuelle entre les deux parties, c'était obligatoirement la responsabilité contractuelle qui jouait. D'accord? Donc, l'important de pouvoir situer le moment du litige est primordial. Est-ce que je suis avant ou après? Est-ce que je suis en phase pré-contractuelle ou est-ce que le contrat a déjà été formé? Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on va travailler. Alors, ça va être relativement simple, vous allez voir, mais c'est vraiment une démarche que vous devez avoir, peut-être même avant d'aborder directement le cas pratique, avant d'aborder la résolution, parce que votre résolution sera différente en fonction de la situation. Alors, pour ça, on va partir de la définition du contrat. Le contrat, c'est un accord de volonté. Vous entendez le mot volonté et ça fait référence bien sûr à toute cette première partie qu'il y a dans votre cours sur les bases et les fondements du contrat. Je parle de la liberté contractuelle, je parle de l'obligation de loyauté, etc., etc. Toutes ces grandes notions qui ont aidé le législateur à fabriquer le droit du contrat, le droit des obligations, comme on dit. Et donc, cette définition sur laquelle il va falloir s'appuyer, elle est la suivante. Le contrat, c'est un accord de volonté qui fait naître des obligations entre les parties. Alors, un accord de volonté, on comprend bien ce que ça veut dire, qui fait naître des obligations. Ça veut dire que une fois que le contrat est conclu, chacun va devoir faire quelque chose, chacun s'oblige à faire quelque chose. Alors si par exemple je prends un contrat de vente, l'une des parties s'oblige à fournir un bien et l'autre partie s'oblige à en payer le prix. D'accord? Si je prends un contrat d'entreprise, un contrat de prestation de service, l'un s'engage à fournir un service, l'autre s'engage à à en payer le prix. Alors, à partir du moment où on a compris cette définition, on peut maintenant se dire, voilà, est-ce qu'il y a eu un accord de volonté entre les deux parties? Et est-ce que les obligations sont nées? Alors, les obligations, elles peuvent naître immédiatement ou elles peuvent naître pour le futur. Alors, partie de là, partie de cette définition, on va avoir 5 situations pré-contractuelles et ensuite, bien sûr, une situation post-contractuelle, c'est-à-dire à partir du moment où le contrat est conclu. Alors nous, aujourd'hui, nous allons étudier en détail, en termes de définition, en termes d'exemple et en termes de régime juridique, les 5 situations pré-contractuelles. Et on va s'atteler aussi à regarder les conditions de validité du contrat une fois que celui-ci est conclu. C'est-à-dire, est-ce que le contrat qui a été conclu réunit toutes les conditions pour en faire un contrat valable. Et à partir du moment où une des conditions fait défaut, qu'est-ce qui se passe? Que devient le contrat? Alors, concernant les 5 situations pré-contractuelles, 5 situations
qui peuvent se situer avant la conclusion du contrat. On va d'abord se mettre d'accord sur une première chose, c'est que le chapitre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la preuve. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, bien des litiges se cristallisent autour de la preuve. Comment apporter la preuve de ce que je dis, de ce que j'avance, de ce que j'argumente. En matière contractuelle, c'est un élément important. Si je dis qu'un contrat existe entre telle personne et qu'il oblige telle personne à faire ceci ou cela, il faut bien que, arrivé devant un juge, je le prouve, tout ça. Alors, il y a différentes manières de prouver. Évidemment, l'écrit reste la preuve parfaite. Mais vous pouvez avoir aussi des témoignages, des échanges de mails, de SMS même, etc., etc. Donc, vous avez un certain nombre, en dehors de l'écrit, d'éléments qui peuvent venir, d'éléments probatoires, d'éléments de preuve, qui peuvent venir alimenter vos propos et vos allégations. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, ça, aujourd'hui. La preuve ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de bien qualifier ces situations, de contrat ou pas contrat, et d'en connaître le régime. Si on devait vous interroger et vous proposer un cas pratique, les éléments de preuve ne nous intéressent pas trop. On le sait, on sait bien sûr que quand je vais annoncer, quand je vais dire, voilà, vous êtes engagé à me payer tel prix pour telle chose, si je me retrouve devant une juridiction, il va bien falloir que j'amène une preuve. Mais ce n'est pas l'objet du chapitre. Au moins, il faut que vous enleviez ça de la tête. Ce n'est pas l'objet du chapitre. Il y aura juste un petit point sur lequel on reviendra au niveau de la preuve. Mais encore, ce n'est pas le fait de pouvoir apporter une preuve ou pas qui est important dans ce chapitre-là. Même si je sais que, évidemment, dans la vie, c'est quelque chose de relativement important. Bon. Alors, je reviens sur la partie pré-contractuelle pour vous donner les 5 cas, situations qui se situent donc avant le contrat. La première situation, c'est la situation la plus simple, c'est la période où les parties sont en train de négocier. On l'appelle souvent la période des pourparlers, ça veut dire des négociations. Les deux parties en cause sont en train d'échanger autour de la conclusion de ce contrat, au cours de la probable conclusion de ce contrat. Et ils sont en train de discuter les éléments du contrat. Évidemment, à ce stade-là, le contrat n'est pas encore formé. On n'est qu'au stade des discussions. On n'est qu'au stade des négociations, des pourparlers. Deuxième situation pré-contractuelle, c'est quand une partie a fait une offre à une autre partie. Donc, c'est une situation, je ne sais pas, moi, je vous envoie un devis, vous m'avez fait venir, je suis réparateur de fenêtres, vous m'avez fait venir et je vous envoie un devis concernant la pose de nouvelles fenêtres. Je vous ai fait une offre de service par rapport à une demande. Donc, à ce moment-là, le contrat n'est toujours pas formé. Troisième situation qui est possible, c'est au moment où je vous fais une promesse. Je vous fais une promesse qui est unilatérale. Seule une personne est engagée. Je vous fais une promesse, c'est-à-dire que, par exemple, vous retrouverez ça, si un jour vous passez un entretien d'embauche, vous allez peut-être recevoir un mail vous disant, ben voilà, nous, on entend vous confier le poste pour lequel vous avez postulé à tel prix, à tel salaire, pardon, pour telle mission et pour telle durée, et vous commencerez à ce moment-là. Pour l'instant, vous n'avez toujours pas signé de contrat de travail. Mais l'employeur qui vous envoie ce type de mail vous fait une promesse. Donc, on verra ce qu'il advient de cette promesse. Ensuite, là, ici, on était dans le cadre d'une promesse unilatérale. Après, on peut avoir le cas d'une promesse bilatérale qu'on appelle promesse synallagmatique. Alors, synallagmatique, ça veut dire que les deux se promettent.
Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi on ne conclut pas directement le contrat si tous les deux sont d'accord? Parce qu'il y a des éléments qui ne permettent pas de conclure le contrat tout de suite. Alors, on reviendra en détail tout à l'heure sur ces éléments et sur l'intérêt de la promesse synallagmatique. D'accord? Quelque part, ça va bloquer la situation au profit des deux parties. Et enfin, dernière situation, c'est ce qu'on appelle le pacte de préférence. Alors, on verra en détail ce que c'est que le pacte de préférence et quel en est son régime juridique. Alors, on va passer en revue ces cinq parties qui me semblent importantes, surtout en matière de différence de traitement entre la promesse et l'offre. C'est le plus important, je dirais. Les cinq parties, on va toujours voir quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, comment c'est traité. Évidemment, s'il n'y a pas de problème, on est en train de négocier, finalement, nous tombons d'accord et nous concluons le contrat. Bon, là, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas lieu à vous poser une question sur cette partie-là. D'accord? Par contre, dans une situation où il y aura un souci pendant les négociations, que se passe-t-il? Comment ce souci doit être traité? Donc, au niveau des négociations, on a bien compris ce que c'était. Hein. Bon, on ne va pas s'étendre trop sur la problématique. Sur ce que c'est sa définition, c'est la période où les parties sont en train d'échanger autour du contenu des modalités contractuelles. Donc, a priori, pas de souci. Pas de souci à ce niveau de la période précontractuelle. Toutefois, il peut y avoir. Quelle est la cinquième? La cinquième, c'est le pacte de préférence. Cinquième situation. Hein. Première, les négociations. Deuxième, l'offre. Troisième, la promesse unilatérale. Quatrième, la promesse synallagmatique. Donc la promesse bilatérale. Cinquième situation, le pacte de préférence. Donc, revenons sur nos négociations. Et il va falloir apprendre un principe. Pas très compliqué à retenir. Hein, d'accord. Par principe, la rupture des négociations est libre. Elle découle de la liberté contractuelle. J'ai le droit de conclure ou de ne pas conclure et de choisir aussi le contenu contractuel, etc. etc. Donc j'ai le droit de conclure ou de ne pas conclure avec une partie. Par conséquent, si je décide de ne pas conclure avec une partie, je vais rompre les négociations quand il y a eu négociation. Donc, par principe, et il faut bien souligner, mettre en rouge la problématique, enfin, le terme par principe, d'accord? Donc, par principe, la rupture des négociations est libre. Alors, évidemment, s'il y a un principe, c'est qu'il y a des exceptions. Quels sont les cas d'exception? Donc, encore une fois, je vous dis, si vous avez deux personnes qui sont en train de discuter, et puis l'une qui dit, bah, écoutez, non, votre proposition ou ce qu'on est en train de faire ne m'intéresse pas, les propos que l'on tient sur un éventuel contrat ne m'intéressent pas, ne m'intéressent plus, c'est tout, basta, il n'y a pas de souci. J'ai usé de mon droit, de ma liberté de ne pas conclure avec une personne, de ne pas conclure un contrat. Toutefois, il y a des situations où on va qualifier l'attitude de l'une des parties de rupture abusive, d'accord, de rupture violente. Quelles sont ces situations et comment sont traitées ensuite ces situations et à quoi elles donnent droit, mais que risque éventuellement la personne qui a opéré cette rupture dite abusive. Alors, on reviendra sur la promesse après, d'accord? Pour l'instant, on est au Maxime, vous allez voir, je vais exactement répondre à votre question quand j'aborderai la problématique de la promesse d'embauche. Alors, concernant les ruptures abusives, je vais vous prendre un exemple de rupture abusive et un exemple de rupture non abusive, de rupture fait dans le cadre de la liberté contractuelle. Imaginons que vous soyez responsable, diététicienne, responsable de la restauration dans un centre de thalassothérapie.
En tant que responsable, vous devez choisir les fournisseurs qui vont livrer et qui vont livrer la partie légumes et fruits, par exemple. Donc, au moment où vous allez prendre votre poste, vous allez consulter, envoyer un petit mail à différents fournisseurs de la région en leur disant: bonjour monsieur, voilà, nous sommes à la recherche du fournisseur de fruits et légumes pour la partie restauration du centre de thalassothérapie de Tartampion-les-Bains. Donc vous allez prendre contact avec plusieurs fournisseurs et commencer à discuter avec ces fournisseurs. Vous allez avancer à vos fournisseurs un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire, ben voilà, nous, on veut travailler avec des produits locaux, on veut avoir tel prix, on veut être livré dans telles conditions, on veut être livré à tel rythme, on veut pouvoir payer à tel... Voilà. Vous allez donc commencer à négocier avec chaque fournisseur sur ce que vous voulez et ce qui est capable d'apporter vos fournisseurs. Donc, ce qui veut dire que vos fournisseurs vont travailler, ils vont vous faire des remises de prix, ils vont vous, peut-être, si vous voulez travailler sur du bio, ils vont vous dire, bah voilà, nous on a tel certificat bio, etc. Donc ils vont fournir tout ça. Vous voyez que les parties vont passer du temps ensemble. Et dans certains gros contrats, les parties vont y passer beaucoup de temps. Et qui dit du temps, vont aussi investir beaucoup d'argent dans les négociations. Pourquoi? Parce que peut-être il va falloir faire des audits, peut-être il va falloir déléguer des collaborateurs pour venir expliquer ou pour venir participer à des réunions, etc., etc. Votre choix étant fait, vous avez 3 fournisseurs devant vous et vous vous êtes dit, ben voilà, c'est avec ce fournisseur avec lequel je veux travailler. Il m'apporte toutes les garanties que je veux, il répond complètement au cahier des charges, etc., etc. Donc, vous allez adresser un petit courrier ou un petit mail ou même passer un petit coup de fil aux autres fournisseurs en leur expliquant, bah voilà, merci des efforts que vous avez faits pour nous faire des propositions intéressantes, mais toutefois, nous avons choisi de travailler avec tel autre fournisseur. Bon, ben voilà, il n'y a pas de souci. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci. Okay. Il n'y a aucun souci. On ne pourra jamais qualifier ce type d'attitude en rupture abusive. Par contre, imaginons que pour obtenir les meilleurs prix, vous fassiez croire à tous vos fournisseurs qui sont encore en compétition que vous allez travailler avec eux, que vous leur demandez énormément de travail préparatoire dans leur coin et que du jour au lendemain, vous ne donniez plus de nouvelles et que vous signez avec un autre fournisseur. Vous n'avez pas été très loyal dans votre démarche. Vous avez usé de votre droit de ne pas conclure, ce n'est pas un souci, mais les conditions de la rupture ne sont pas très loyales, ne sont pas loyales du tout. Si un des fournisseurs se sent lésé, il va donc pouvoir intenter une action pour rupture abusive. Alors, on a vu à peu près ce qu'était la rupture abusive. Maintenant, le fournisseur qui se sent lésé, qui entend mener une action devant les tribunaux, il va devoir engager votre responsabilité. D'accord ? Je vous rappelle les conditions d'engagement de la responsabilité ou de recherche de la responsabilité sont une faute ou un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ici, la faute, elle est déterminée. C'est la rupture abusive. D'accord ? Maintenant, quel est le préjudice? Quel est le préjudice sur lequel le fournisseur mécontent et lésé, quel est le préjudice qu'il a subi? Bah, peut-être qu'effectivement, il a engagé un certain nombre de frais pour participer aux réunions, etc., etc. On va pouvoir déterminer un montant de préjudice. Y a-t-il un lien de causalité entre eux? Bah oui. Moi, si le mec ne m'avait pas fait croire qu'il allait conclure avec moi, je n'aurais peut-être pas engagé tous ces frais. Donc voilà. Donc on voit bien ici qu'en cas de rupture abusive des négociations, la responsabilité contractuelle de celui qui a rompu abusivement les négociations peut être engagée. La responsabilité délictuelle, puisque le contrat n'est pas encore formé. C'est le seul problème qui peut se passer pendant les négociations. D'accord ? Négocier avec plusieurs personnes et ne pas leur indiquer que l'on négocie avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas un souci.
Par contre, rompre violemment, abusivement la négociation, c'est un problème. Alors vous allez me dire, bon, bah, celui qui se sent lésé, à qui j'ai dit, bah non, finalement, enfin, à qui j'ai même pas dit, non, je travaillerai avec quelqu'un d'autre, il va falloir qu'il prouve un préjudice, enfin, plutôt, c'est pas un problème de preuve, mais qu'il ait eu un préjudice. Si c'est simplement une déception, bon, ça va pas aller très loin. D'accord. Mais vous, alors, peut-être pas dans votre domaine, d'accord, mais dans des contrats très très importants, les périodes de négociation peuvent durer pendant 2 ans, par exemple. Pendant ce temps-là, il y a un certain nombre de frais où on peut même demander des choses. Ok, moi je veux bien que travailler avec vous, monsieur, mais il va falloir mettre, je sais pas moi, il va falloir vous mettre au bio. Donc le mec il commence à bosser en bio, et puis finalement vous allez travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, c'est ces conditions de la rupture qui peuvent être problématiques. Voilà pour ce premier point, pour la rupture. Maintenant, regardons la problématique de l'offre. Alors, vous imaginez, vous pouvez très bien vous imaginer ce qu'est une offre. Je fais une proposition à une personne. Je lui propose un bien, un service, tout ce que vous voulez. C'est une offre. Si la personne accepte, le contrat est conclu, pas de souci. Maintenant, quelles sont les problématiques qui peuvent se poser? C'est que la proposition arrive au bénéficiaire. Le bénéficiaire entend l'accepter ou, dans tous les cas, le bénéficiaire l'a reçu. Et celui qui a fait la proposition ne veut plus contracter. C'est-à-dire, il veut se rétracter. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Celui qui fait la proposition, celui qui fait l'offre, on l'appelle le pollicitant. Celui à qui l'offre est adressée, on l'appelle le bénéficiaire. Donc, est-ce que le pollicitant peut librement rétracter une offre qui est parvenue au bénéficiaire? Alors, non, il ne peut pas la rétracter. Donc, c'est une rétractation qui est fautive. Elle entraîne donc une faute. Maintenant, quelle est la sanction d'une telle rétractation? Donc, vous faites une offre, l'offre est parvenue à son destinataire, et puis vous dites, ah ben non, finalement, non, je ne veux plus. Que se passe-t-il? Ici, la responsabilité civile délictuelle du pollicitant qui s'est rétracté alors qu'il avait fait une offre, sa responsabilité civile délictuelle, elle va être engagée. D'accord? Mais le contrat ne peut pas être formé. Le contrat ne peut pas être formé, c'est-à-dire que celui qui a fait une offre, on ne peut pas l'obliger à tenir son offre. Et ça, c'est important. L'offre qui a été rétractée empêche la conclusion du contrat. L'offre qui a été rétractée empêche la conclusion du contrat. Tout ce qui est engagé, c'est la responsabilité civile du pollicitant qui s'est rétracté. Et pour cela, c'est toutes les conditions de la responsabilité civile délictuelle, faute, préjudice et lien de causalité. D'accord? Alors, une situation qui pourrait entraîner effectivement la mise en cause de cette responsabilité du pollicitant qui s'est rétracté, imaginons que je vous fais, une offre pour l'acquisition d'un bien. D'accord? Ça peut être n'importe où et n'importe quoi. Que vous vous engagiez, parce que vous dites, bon, bah, ok, je vais l'accepter, son offre, mais avant ça, je dois vendre mon propre bien. D'accord? Que vous vendiez votre propre bien, qu'ensuite vous acceptiez l'offre et que l'offre ne soit plus valable. Enfin, c'est pas qu'elle soit plus valable, hein, c'est que le pollicitant se rétracte. Là, effectivement, c'est que vous avez un préjudice, puisque vous avez vendu ce que vous deviez vendre. D'accord? Donc, ça peut entraîner la responsabilité
du pollicitant. Alors, le principe est que le pollicitant ne peut pas se rétracter. C'est ça le principe, il ne peut pas se rétracter. Mais quand il se rétracte, quelle est la sanction? Quand il se rétracte, la sanction, et c'est un petit peu ça le problème, c'est que il se rétracte, bah, tout ce que je peux faire contre lui, c'est aller chercher sa responsabilité civile délictuelle. Donc pour ça, il faudra que je dise, par contre, le contrat ne peut pas être formel. Un juge ne peut pas dire, bah, vous n'aviez pas le droit, donc le contrat est formel. Donc vous êtes obligé de signer. Donc, vous êtes obligé de conclure. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est différent en matière de promesse unilatérale. Pourquoi c'est différent? Parce que la promesse unilatérale ne peut pas être rétractée. Alors, on peut très bien dire, bah non, finalement, je vous avais promis de vous embaucher, bah non, finalement, je ne veux pas. Que se passe-t-il maintenant dans le cadre d'une rétractation d'une promesse unilatérale? Bah, ici, ce qui va se passer, c'est que le contrat va quand même être formé. On va forcer, obliger, celui qui a conclu le contrat, celui qui a fait sa promesse, à conclure le contrat. Ce qui est différent de l'offre, et c'est là où, à mon avis, on pourrait très bien vous interroger en vous donnant deux situations, une situation relative à une offre et une rétractation du pollicitant, et une deuxième situation relative à une promesse avec une rétractation du promettant. Quelle est la différence entre les deux et quelle est la sanction qu'implique une rétractation d'une offre et une rétractation d'une promesse? L'offre, bah, la rétractation fautive en violation de l'offre qui avait été faite n'entraîne que la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts. Alors que la promesse qui a été rétractée entraîne bah, l'obligation pour le promettant de signer le contrat, de conclure le contrat. Et en ça, c'est une distinction qui est très importante, puisque ce qui veut dire que la promesse, finalement, vous avez déjà, vous, celui qui fait une promesse unilatérale, donc moi je vous gage, une promesse d'embauche, par exemple, il n'y a aucune exception pour la promesse unilatérale. Non, j'en vois pas, j'en ai pas à l'esprit. Si vous en avez une à me proposer, je vous explique, mais a priori, non. A priori, non, il n'y a pas d'exception. Alors, on pourrait parler des cas de force majeure, hein, d'accord? Mais alors la promesse, elle peut être verbale. Après, le problème, ça sera de pouvoir la prouver, hein. Mais de base, la conclusion ou le contrat, sauf dans des cas particuliers, mais le contrat ne requiert aucune forme particulière. Alors, il y a certains contrats qui, de par la loi, sont obligatoirement écrits. Je pense notamment à l'acquisition d'un bien immobilier. Vous êtes obligé d'avoir un écrit, et même d'avoir un écrit qu'on appelle authentique. Ça veut dire un acte d'un notaire qui constate la vente. En matière d'emploi, en matière de droit du travail, seul le contrat CDD, le contrat à durée déterminée, est obligatoirement écrit. Le contrat à durée indéterminée, le CDI, n'est pas obligatoirement, la loi n'impose pas à ce que le contrat soit écrit. Alors, évidemment, aujourd'hui, tout le monde, mais tout le monde fait un CDI écrit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en cas de litige, il va falloir prouver tout ça. Et que l'écrit va me servir d'élément probatoire. Mais de base, légalement, le contrat à durée indéterminée n'est pas obligatoirement écrit. Je vous embauche, je vous donne les conditions de votre embauche, vous venez travailler, il ne se passe aucun problème pendant toute votre vie professionnelle, pas de souci. Vous ne pourrez jamais me reprocher de ne pas avoir fait un écrit. Évidemment, je vous embauche en CDI, il y a un souci, et ben là, il y a un souci relatif, par exemple, au salaire, et ben, il va falloir des éléments probatoires. D'accord? Donc là, évidemment, le fait qu'il y ait un contrat écrit aidera les parties à pouvoir justifier, à pouvoir prouver les éléments qu'ils avancent devant un juge.
Donc, effectivement, le fait d'avoir des éléments écrits aide quand il y a un litige, mais il n'est pas une condition de validité du contrat. Ça n'est pas une condition de validité, sauf quand la loi le prévoit. Alors, et la loi ne le prévoit pas pour tous les types de contrats. Donc, revenons à nos moutons. Nous étions sur la promesse unilatérale. Donc, je vous ai fait une promesse d'embauche. On peut qualifier la promesse contient les éléments principaux du contrat et montre que moi, je me suis engagé. De l'autre côté, vous acceptez cette promesse ou vous n'avez pas encore accepté parce que je vous ai laissé, on s'est entendu sur un délai de réflexion. Dans l'intervalle, moi, je ne peux pas me rétracter. Ou si je le fais, dans tous les cas, ça n'aura pas beaucoup d'incidence parce que si vous acceptez ma promesse, vous pourrez me forcer à conclure le contrat. Donc, vous pourrez me forcer à vous embaucher. Alors, me dire oui, mais derrière, il va vous licencier. Oui, mais il y a des conditions pour le licenciement. Dans tous les cas, la promesse unilatérale lie le promettant. Elle le lie. Il ne peut pas se rétracter. Et dans le cas inverse, c'est-à-dire, expliquez-moi ce que vous voulez dire, Vincent, pour le cas inverse. Alors, si c'est le bénéficiaire qui décide de ne pas vouloir accepter la promesse, d'accord? Voilà. Alors, je vous explique. Moi, je vous fais une promesse. Donc, seul moi, puisque c'est une promesse unilatérale, seul moi est engagé. Si vous n'acceptez pas ma promesse, le contrat n'est pas conclu et vous ne pourrez pas me forcer à accepter la promesse. D'accord? Je vous fais une promesse d'embauche. Vous, le boulot, il ne vous intéresse pas, vous avez trouvé mieux ailleurs. Vous n'acceptez pas ma promesse. Donc, de votre côté, vous ne vous engagez pas. Aucun souci. Dans la promesse unilatérale, seule une personne est engagée pour l'instant, en attente de l'accord, de la volonté de l'autre. C'est bien pour ça qu'elle s'appelle promesse unilatérale. C'est très bien puisque ça me permet de rebondir. Je vais avancer un peu plus là parce qu'on prend un petit peu de retard. Ça me permet de rebondir sur la promesse synellagmatique. La promesse synellagmatique, c'est que les deux parties se sont engagées dans une promesse. D'accord? L'une à faire, bien sûr, un certain nombre d'obligations et l'autre à faire ses propres obligations. La promesse synellagmatique, donc bilatérale, elle engendre peu de contentieux, elle engendre peu de litiges, puisqu'on est tous les deux d'accord. On s'est déjà mis d'accord sur tous les termes du contrat. On est OK. Tout simplement, il y a des délais nécessaires avant qu'on signe le contrat définitif. Le plus classique de type, en matière de type de promesse synellagmatique, c'est ce qu'on appelle le compromis de vente. En matière immobilière, quand vous voulez acheter un bien, vous allez, dans un premier temps, signer ce qu'on appelle un compromis de vente, qui est une promesse synellagmatique. C'est-à-dire qu'on est OK, moi je suis OK pour vous vendre ma maison à tel prix et vous êtes OK pour me l'acheter à tel prix. Mais simplement, il reste des diagnostics à faire. Il faut prendre rendez-vous avec le notaire. Il faut que vous obteniez l'argent auprès de votre banque, etc., etc. Donc il y a encore des petites choses à faire. Donc un peu pour bloquer la vente, pour dire OK, je me la réserve et vous me la réservez. D'accord? On signe ce qu'on appelle une promesse unilatérale, synellagmatique, pardon. Dans 99,99% des cas, la promesse synellagmatique aboutit au contrat. Dans certains cas, parce qu'à l'intérieur de la promesse, il y a des conditions qu'on appelle des conditions suspensives. Si jamais je n'obtiens pas le prêt, comment on fait? D'accord, etc., etc. Il peut y avoir donc, ça peut ne pas aboutir à la conclusion du contrat. Mais ça a été prévu dans la promesse. Si ça n'a pas été prévu dans la promesse, eh ben, le contrat est obligatoirement conclu, puisque les deux se sont engagés. Et un des articles du Code civil dit d'ailleurs que la promesse synellagmatique de vente vaut vente. Donc c'est déjà pratiquement la vente. Il ne manque plus que l'acte pour valider, on va dire, ou pour valider le contrat.
Voilà sur ça, sur cela, sur la partie des promesses. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, l'offre n'entraîne pas obligatoirement la conclusion du contrat. La promesse entraîne obligatoirement la conclusion du contrat. Maintenant, concernant le pacte de préférence et sa signification, alors, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un pacte de préférence. Et ensuite, évidemment, quand il y a un litige, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que cela peut engendrer. Le pacte de préférence, c'est quoi? C'est l'obligation pour une personne, c'est l'engagement plutôt, c'est l'engagement pour une personne de proposer à un tiers, de proposer à une autre personne, à un bénéficiaire, de proposer le bien qu'il entend vendre si jamais il devait le vendre. Je vous explique et je vous donne une situation pour illustrer cela. Je suis diététicien et j'ai mon cabinet chez moi. D'accord. Enfin, j'ai mon cabinet dans un local. La maison qui est juste à côté de mon local m'intéresse puisqu'elle me permettrait d'agrandir mon cabinet. Quand j'aimerais bien acheter cette maison, j'aimerais bien acheter ce local. Toutefois, il y a quelqu'un qui y habite. Je vais aller voir cette personne et je vais lui dire, voilà, monsieur, si un jour vous partez, si un jour vous décidez de vendre votre maison, j'aimerais bien que vous me la proposiez en premier. Hein, par préférence, que vous me la proposiez en premier. Donc, nous allons conclure une sorte d'avant-contrat. Hein. Ce n'est pas encore le contrat de vente, mais c'est une sorte de contrat qui va peut-être aboutir à une vente. On va signer ce qu'on appelle donc un pacte de préférence. Donc, quand le pacte de préférence est conclu entre deux personnes, ça oblige le propriétaire à proposer, en cas de vente, à proposer le bien aux bénéficiaires du pacte de préférence. Alors, il va me dire, bah voilà, je vends, je vous le propose en premier, je le vends à 50 000 euros ou à 150 000 euros. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah, je suis d'accord, c'est tout, on passe à la conclusion du contrat de vente. Je ne suis pas d'accord, c'est tout, basta, on arrête là. Lui, il peut aller le vendre ailleurs. Donc la seule obligation que celui qui est lié par un pacte de préférence, c'est de proposer en premier le bien qu'il entend vendre aux bénéficiaires du pacte. Maintenant, que se passe-t-il s'il ne le fait pas et qu'il vend le bien à un tiers en violation de ce pacte? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il si mon voisin à qui j'entendais racheter la maison et qui devait me la proposer en premier, finalement il l'a vendue à quelqu'un d'autre parce que la personne lui en proposait plus, ou parce que, on ne sait rien, peut-être qu'il a oublié, ou parce que c'est quelqu'un qu'il voulait privilégier, ou autre. Que se passe-t-il? Je vais pouvoir faire annuler la vente qui a eu lieu uniquement, et c'est là où effectivement en matière probatoire c'est important, en matière de preuve, si uniquement j'arrive à prouver que celui qui a acheté savait qu'il y avait un pacte de préférence. D'accord? Et là c'est compliqué, et là c'est dur. D'accord? Alors pour nous, on s'en fiche de savoir comment je peux prouver, il faut juste savoir que le bénéficiaire d'un pacte de préférence, qui a été lésé parce que le bien ne lui a pas été proposé en premier et a été vendu à quelqu'un d'autre, peut faire annuler la vente qui a eu lieu en violation du pacte s'il prouve que l'acheteur, le tiers acquéreur qui a acquis le bien, savait que le pacte de préférence existait. Donc, je répète, celui qui est bénéficiaire d'un pacte de préférence, à qui normalement on doit proposer le bien en premier. Si jamais le bien ne lui a pas été proposé et donc a été vendu à un tiers en violation du pacte, alors qu'on ne lui a pas proposé, celui-ci, le bénéficiaire lésé, va pouvoir faire annuler la vente, s'il prouve que l'acquéreur connaissait l'existence du pacte de préférence. Voilà pour toute la partie pré-contractuelle, donc toute la partie qui se situe avant le contrat. Maintenant, donc vous voyez, avec ces 5 parties, j'ai défini ce que c'était, je vous ai donné des exemples et je vous ai dit ce qui se passe en cas de problème. Parce que évidemment, dans une situation pratique, qu'est-ce qui va se passer?
dans une situation pratique, si tout se passe bien, il n'y a pas lieu de discuter. D'accord? Dans une situation pratique, dans un cas pratique ou une situation juridique qu'on va vous demander d'étudier, on va vous dire qu'il y a une situation litigieuse. On va créer un problème de façon à ce que vous puissiez donner la solution du problème. Donc on a vu à chaque fois dans quelles conditions il pouvait y avoir un problème et quelle était la sanction éventuellement au, au problème. Alors maintenant passons au contrat. Une fois que le contrat est conclu entre deux parties, nous, notre but ici, c'est de vérifier si le contrat est valable. Les conditions de validité du contrat sont claires, nettes et précises et il faut les connaître. D'accord? Les conditions de validité du contrat sont trois. Et les trois sont cumulatives et il faut qu'elles soient réunies, les trois. Moi, je les appelle la règle des 3C. C'est facile pour retenir. Il faut les parties aient donné leur consentement de façon libre et éclairée. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai donné mon accord, ma volonté, de façon libre et éclairée. Alors, ne vous inquiétez pas, on va revenir exactement sur la signification et des exemples pour les trois. La deuxième condition, c'est qu'il faut que les parties aient la capacité à contracter. Et la troisième condition de validité du contrat, il faut que le contenu soit licite et certain. Donc nos 3C, c'est quoi? C'est consentement, capacité, contenu. Consentement, capacité, contenu. À partir du moment où l'une de ces conditions fait défaut, que se passe-t-il? Le contrat peut être, à la demande des parties évidemment, ou à la demande de toute personne, dans certaines conditions, le contrat peut être annulé. Qu'est-ce qu'entraîne la nullité du contrat? La nullité du contrat entraîne son anéantissement. Pardon. Le contrat n'a jamais existé. À partir du moment où il y a un défaut d'une des conditions de validité du contrat, le contrat n'a jamais existé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va replacer les parties dans la position où elles étaient avant la conclusion du contrat. Je vous prends un exemple. J'achète une voiture. Pour X raisons, je ne rentre pas dans les détails pour l'instant, le contrat est annulé. Bah, je rends la voiture, on me rend mes sous, tout simplement. Alors, il peut exister des situations où ça peut poser un problème. Imaginons que j'achète une voiture d'occasion, ou même une voiture neuve, peu importe, que je roule pendant un mois avec cette voiture, je fais 1000 km, et que finalement le contrat est annulé. Je ne reviens pas sur pourquoi le contrat est annulé, puisque c'est vraiment le détail que je vais aborder après. Que le contrat est annulé. Si le contrat est annulé, je rends la voiture et le garagiste me rend mes sous. Sauf que on est bien d'accord que les parties ne se retrouvent pas dans le même état où elles étaient avant la conclusion du contrat. Moi, oui, puisque je récupère l'argent que j'avais donné. Mais le garagiste, il récupère une voiture qui n'est pas la même qu'avant la conclusion du contrat, puisqu'elle a 1000 bornes au compteur. Donc, ce que va faire le juge, c'est qu'il va procéder à un rééquilibrage. Il va dire, OK, imaginons qu'on est sur une somme de 5000 euros. Il va dire, Monsieur X, vous rendez les 5000 euros à Monsieur Y, Monsieur Y, vous rendez la voiture. Maintenant, est-ce que vous vous retrouvez tous les deux dans la même position qu'avant? Monsieur Y, oui, moi j'ai mes 5000 euros. Monsieur X, non, moi j'ai un véhicule avec 1000 km de plus. Bon, alors Monsieur Y, donnez une somme de 500 euros qui correspond à l'utilisation du véhicule que vous avez eu. Ce qui fait que les deux parties se retrouvent, vous voyez, à peu près à égalité quand la restitution est litigieuse, quand la restitution amène un problème. Alors, revenons sur les conditions de validité du contrat et notamment puisque la capacité et le contenu contractuel posent beaucoup moins de soucis. Je serai très rapide sur ces deux points-là, un petit peu plus sur la capacité, mais le contenu contractuel, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais par contre, sur le consentement, là, il y a un petit peu plus de choses à savoir. Pourquoi? Parce que le consentement peut être vicié par trois faits différents qu'il faut connaître.
C'est-à-dire qu'on peut avoir obtenu mon consentement, ma volonté de conclure un contrat en ayant, voilà, il peut y avoir des problèmes à ce moment-là. Quel type de problème? D'abord, je peux avoir commis une erreur sur le contenu contractuel ou une erreur sur les qualités de mon co-contractant. Deuxième chose, le dol. Le dol, c'est quoi? C'est la personne avec qui j'ai conclu, elle peut m'avoir menti. Et troisième chose, c'est la violence. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu une contrainte pour obtenir mon accord de volonté. Alors la contrainte, elle peut être physique, c'est facilement identifiable et on peut facilement le comprendre, mais la contrainte, elle peut être aussi économique. Il y a un état de dépendance économique qui fait que je ne pouvais pas faire autre chose que conclure le contrat. Alors revenons sur ces trois parties. L'erreur. Un exemple d'erreur. D'accord? Je pense avoir acheté un terrain qui est constructible et puis finalement le terrain n'est pas constructible. Voilà par exemple une erreur que je peux avoir faite. Alors bien sûr il y a des conditions, hein. Nous on ne va pas tellement rentrer dans les détails. Il y a des conditions relatives à notamment le caractère excusable, le caractère essentiel de l'erreur. Il faut que ce soit une erreur sur une chose qui est très très importante. D'accord. Donc à partir du moment où l'erreur a été identifiée, donc l'erreur c'est une altération de la vérité, hein, d'accord? Une altération de la vérité, c'est-à-dire que finalement ce que je pensais acheter n'est pas ce que j'ai réellement acheté, d'accord? Et je pouvais légitimement penser que ça allait être autre chose. Je vais vous prendre un exemple, c'est la problématique par exemple de l'authenticité des œuvres d'art. J'achète un tableau en pensant que c'est une œuvre d'art signée d'un peintre authentique. Le vendeur, en toute honnêteté, le pense aussi. Lui-même, il l'a acquis d'un autre vendeur qui le pensait, etc. Tout le monde pense que c'est un vrai. C'est un vrai Van Gogh. Hop, voilà. Moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter un vrai Van Gogh, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je m'achète ce tableau qui est authentique, qui est une véritable œuvre d'art, donc je paye un certain montant, relativement important. Et puis un jour, un expert passe, fait une étude du tableau et me dit, monsieur, c'est un faux. C'est une copie. Donc, obligatoirement, d'une valeur de 10 millions, mon tableau, il ne vaut plus que quelques centimes. D'accord. Ben, je vais peut-être pouvoir faire annuler le contrat parce qu'effectivement, j'ai fait une erreur. D'accord. Alors, je ne vais pas aller plus loin puisque nous arrivons à la fin du cours et que j'ai un autre cours derrière. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Peut-on répéter les règles des 3? Alors, la règle des 3 C, c'est consentement. Il y a un temps définitif, 5 ans. Donc, je répète la règle des 3 C d'abord, et je continuerai la prochaine fois. Donc, le consentement, la capacité, le contenu contractuel. Ça, ce sont les 3 éléments, les conditions essentielles, enfin, les conditions nécessaires à la validité du contrat. Ce qu'on appelle le temps définitif pour demander l'annulation, c'est ce qu'on appelle la prescription. En matière civile et commerciale, la prescription est de 5 ans, c'est-à-dire que 5 ans après la révélation qui me permettrait de pouvoir annuler le contrat, si je n'agis pas, à partir de là, je ne pourrai plus agir. D'accord. Dans le cas de mon tableau, c'est à partir du moment où je le sais, hein, c'est pas à partir du moment où la conclusion du contrat a été faite, mais à partir du moment où je sais que le tableau est un faux, j'ai 5 ans pour faire annuler la vente. Si au-delà de ces 5 ans, je n'ai fait aucune action, eh ben, je ne peux plus rien faire. C'est ce qu'on appelle le délai de prescription. Voilà, alors je pensais pouvoir finir la validité du contrat, mais on a pris un petit peu plus de temps. Euh, on se reprendra là à notre prochain cours. Alors je ne sais plus si c'est vous que je vois ce soir ou pas, ou si c'est vos collègues. Est-ce qu'on se voit ce soir? Oui ou non? Non? Donc bah, on se voit lundi alors il me semble. Ouais, bon, pardon.
Si c'est pas ce soir, donc c'est vos collègues du campus, des autres campus que je vois ce soir. Nous terminerons ce chapitre la prochaine fois, donc ne vous embêtez pas trop à faire le TD, hein. Je sais que certaines personnes me l'ont déjà rendu, c'est très bien, mais j'aurais préféré, et c'est pas du tout un souci, hein, qu'on finisse le cours tous ensemble, que je réponde à vos questions, qu'on s'accorde un temps de questions-réponses, et qu'ensuite seulement vous fassiez le TD. D'accord. Donc pour le prochain cours, il n'y aura pas de TD à faire, mais pour le suivant, il y aura bien sûr un TD à faire. Et n'oubliez pas, vous avez un petit test à réaliser avant dimanche midi, s'il vous plaît. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, puisqu'on ne se reverra pas avant la semaine prochaine. Et bon courage. Au revoir.